Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Nous allons laisser 1 ou 2 minutes pour que tout le monde puisse entrer et nous rejoindre dans le webinaire. Là, je vois qu'il y a encore quelques participants qui continuent à arriver. Très bien, je crois qu'on peut commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de notre série sur votre avenir. Cette série s'étend donc sur 4 webinaires, à raison d'un webinaire par mois. Et nous vous invitons à réfléchir à votre parcours professionnel et à envisager vos ambitions de carrière futures. Quels sont vos besoins à court, moyen, long terme? Comment les prioriser? Comment déterminer? Et en fin de compte, comment obtenir ce que vous voulez réaliser dans la prochaine étape de votre carrière? Et donc après avoir discuté en profondeur le mois dernier de la clarification de vos objectifs pour vous lancer dans votre recherche, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'identification dans le marché des opportunités qui peuvent vraiment nous convenir. J'accueille déjà nos experts du jour, Delphine Sutor, Georges Massard et Cédric De Smet, qui vont se présenter brièvement à vous dans 1 minute. Et donc avec eux, nous allons examiner entre autres aujourd'hui notre attitude face au changement, l'importance de l'agilité et de la flexibilité dans notre approche d'une nouvelle opportunité, les compétences, les fonctions ainsi que les secteurs en demande aujourd'hui. Comment identifier aussi les facteurs de choix les plus importants pour nous lors de la recherche d'une nouvelle opportunité. Et finalement, ce qui est à la base d'un choix d'emploi réussi. Et nous tenterons en fin de session de répondre au mieux à vos questions, si vous en avez bien sûr, et vous trouverez à cet effet une Q&A box au haut ou au bas de votre écran, en dépendant de votre définition Zoom, sur laquelle vous pouvez déjà laisser vos questions en cours de webinaire. Je précise que ces questions sont bien sûr totalement anonymes. Ce webinaire est également enregistré et sera à retrouver sur le blog de Robert Half, accessible via notre site web www.roberthalf.be. Et donc, avant de commencer, nous allons nous présenter brièvement et on va commencer par Delphine Sutor. À toi l'honneur, Delphine. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Déjà, merci à Robert Ralph aussi de nous accueillir ce matin, ce midi. Moi, je me présente, c'est Delphine, Delphine Sutor. Donc, j'ai 37 ans et je suis indépendante. J'ai créé la société Pépite et grâce à cette société, en fait, j'accompagne les particuliers, mais aussi, je conseille aussi les entreprises. Et tout tourne en fait au sujet autour de la notion des compétences et des talents. Donc, j'ai vraiment, et c'est le seul message que je vous dirai là d'entrée de jeu, et on en discutera, c'est que j'ai vraiment la conviction que plus on aligne en fait sa vie professionnelle avec qui on est, notre personnalité, nos forces naturelles, nos pépites, plus on gagne de l'énergie et plus on se sent bien. Voilà, et donc juste pour terminer, parce que c'est important pour moi de susciter ça chez vous, je vous partage ce qui m'anime moi au quotidien dans mon métier. C'est que j'aime bien voir le positif et les opportunités en fait dans chaque situation et du coup chaque personne aussi que j'accompagne, et que je prends plaisir à aider et à échanger avec les autres. Voilà. Super, merci Delphine. Georges?
Oui, bonjour à tous. Merci également à Robert Alf de me donner cette occasion de ce partage par ce panel. Donc, moi, je suis DRH depuis que je suis petit, je dirais. J'ai 30 ans d'expérience dans la fonction, dans 3 sociétés différentes. Actuellement, donc, je suis DRH de Knauf, qui est Belgium, qui est la filiale belge du groupe international allemand Knauf, qui est donc spécialiste dans le parachèvement et l'isolation. Donc, un groupe de à peu près 35 000 personnes, et en Belgique, nous sommes 800 sur 3 sites différents. Auparavant, j'étais également dans les filiales belges de 2 multinationales, Safran Aérobooster, qui précédemment s'appelait Texpace Aéro en région liégeoise, et encore auparavant, quelques décennies antérieures, j'étais DRH de Coca-Cola Enterprises Belgium, donc qui était le producteur-distributeur des produits Coca-Cola en Belgique. Alors, je suis juriste de formation, donc il ne m'incitait pas ou qui ne m'inclinais pas à cette fonction RH, mais je suis tombé dedans en sortant de l'université dans une fonction RH qui m'a plu. Et donc, c'est vraiment ma passion, ce binôme entre la vie de l'entreprise et les hommes et les femmes qui y vivent, qui rentrent, qui sortent et qui doivent être, on essaye, le plus épanouis possible. Donc, voilà, je pense que j'ai toujours un espèce de pincement au cœur, puisqu'on va parler recrutement, j'ai toujours un pincement au cœur quand je signe, pardon, un contrat d'emploi, parce que je me dis, je suis en train de modifier le cours de la vie de celui qui va rentrer dans l'entreprise. C'est un peu prétentieux de ma part, mais je pense que la vie sera différente une fois qu'il aura passé quelques années dans l'entreprise qui m'emploie ou qui va m'employer lui et moi. Et donc, je pense que c'est une responsabilité, un chouette deal de savoir que l'entreprise non plus ne sera pas plus tout à fait la même avec cette personne qui rejoint la société. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Georges. Et Cédric? Merci. Donc, Cédric de Smet. Moi, je travaille chez Robert Alf depuis un peu plus de 13 ans maintenant. J'ai débuté par le recrutement de profils comptables et financiers, et au fur et à mesure des années, je suis maintenant responsable pour les bureaux de Liège et du Luxembourg pour plusieurs équipes, tant en recrutement permanent que de l'intérim ou de l'interim management. Et dans ces différentes années et au fil de ces différentes expériences, j'ai eu l'occasion, c'est vrai, d'accompagner toute une série, plusieurs centaines certainement, de candidats, mais aussi de clients dans la recherche des nouvelles opportunités. Donc, essayer de faire ce matching le plus parfait possible entre ce que les candidats recherchent et ce dont les entreprises ont besoin. Dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de travailler évidemment au quotidien avec Joël, mais en tant que client avec Georges et avec Delphine à plusieurs reprises. Et je rejoins tout à fait Georges dans son idée du fait qu'on fait la différence dans la vie des gens. Tant les candidats qui changent d'entreprise et qui trouvent leur nouvelle opportunité, que les entreprises qui trouvent ces candidats et les personnes qui les aideront à accomplir alors leurs objectifs et à réaliser leur vie d'entreprise. Donc voilà, moi c'est ça qui me stimule aussi. Donc voilà, je me réjouis de participer à ce webinaire. Merci Cédric. Et moi-même, donc Joël Poilvache, ça va faire bientôt 24 ans. Moi que je travaille pour Robert Alf, et donc j'ai aussi eu l'occasion de connaître différents types de marchés, puisque c'est vrai que les opportunités parfois dans le marché sont un peu tributaires de la conjoncture économique, mais on peut l'influencer aussi. Et donc voilà, je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui. Je suis aujourd'hui responsable de la Wallonie du Luxembourg pour Robert Alf et aussi de l'interim management en Flandre. Et ce qui me passionne, c'est finalement le développement du potentiel humain, que ce soit en interne avec nos équipes de consultants, de managers, et surtout en externe, où j'ai évidemment été consultant moi-même très longtemps dans la société. Je suis encore en contact avec nos candidats et nos clients de manière régulière. Mais c'est de voir effectivement que chacun puisse avoir l'opportunité de développer son potentiel en accord avec ses valeurs personnelles également. Et donc, ravi d'animer ce webinaire avec Delphine, Georges et Cédric. Et je vous propose de commencer
par un petit sondage, vous poser une question. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à vos perspectives d'emploi? On aura 3 sondages au cours de ce webinaire. Et donc, vous avez une option à choisir pour qu'on puisse un peu sentir la température de notre public du jour. Et donc, Florence, tu nous envoies les résultats quand on a une majorité des participants qui ont répondu, s'il te plaît. Merci, Florence. Et donc, c'est pas mal réparti, en fait. Hein. On a plus ou moins un quart qui sont confiants, un quart qui sont inquiets, 20%, un peu moins quand même, 30% qui hésitent et un quart qui est prudent dans son approche. Content de voir effectivement qu'on a un quart d'entre vous qui sont confiants. Je dirais, c'est vrai que le marché est évidemment plus incertain aujourd'hui ou plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était l'année passée peut-être et les 2-3 années précédentes qui étaient fort porteuses dans le monde du recrutement. Donc cette année est vraiment très particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la crise du Covid, les entreprises continuent à recruter à tout niveau. Et donc, il y a des opportunités dans ce marché. Et avec maintenant les perspectives de lumière au bout du tunnel des vaccins qui arrivent chez nous début d'année prochaine, on sent que la confiance aussi des chefs d'entreprise reprend. Une étude récente a montré que pour l'année prochaine, le premier semestre de l'année prochaine, les entreprises sont plus nombreuses à projeter des engagements qu'à projeter de devoir laisser partir une partie de leur personnel. Il y a évidemment le gros des entreprises qui estiment plutôt que ce sera un marché stable. Mais donc, dans ceux qui vont bouger, il y en a plus qui veulent engager que qui veulent se séparer d'une partie de leur personnel. Donc ça, c'est très encourageant. Et nous sommes chez Robert Half donc très optimistes par rapport au marché de 2021. Et donc, nous allons commencer par une première question à notre panel. Si j'arrive à faire avancer, voilà, dans le bon sens la présentation, mais je vois que je suis un peu coincé ici, donc, oups. Alors, voilà. Très bien. Donc, une première question où je vais demander l'intervention de Georges d'abord. Si vous vous sentez coincé ou stagné dans votre rôle, quelles mesures pourriez-vous prendre pour avancer dans votre réflexion de carrière? Donc, Georges, Alors, je te lance la première question. merci Joël. Donc, je pense qu'il est, quand on se retrouve dans cette situation, il est important de faire un bilan personnel, vraiment en profondeur, des plus, des moins, que l'on peut observer dans ces quelques années dans un même job ou dans une même boîte. Alors, je vous dirais, pour moi, en termes RH, 4-5 ans dans un même job me semble une bonne tape. Après, c'est normal que l'on se pose des questions et qu'une mobilité doit être envisagée, en tous les cas dans des grands groupes. Moins de 4 ans dans un même job, vous pouvez peut-être vous faire passer un peu pour quelqu'un qui a la bougeotte et qui n'a pas été au fond des choses. Donc, je dirais grosso modo, 4 ans me semble la bonne tape. Alors, dans ce bilan personnel, je crois qu'il est important de checker pour quelles raisons le plaisir, et j'apporte énormément d'importance, je donne énormément d'importance à la notion de plaisir dans son travail. Il faut pouvoir se poser la question pourquoi le plaisir que l'on avait au début de sa carrière dans cette société-là ou dans ce job-là, pourquoi ce plaisir a disparu. C'est peut-être une des raisons, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue spécialisé dans les burn-out, mais je pense que trop souvent,
les personnels ont tendance à oublier cette notion de plaisir au travail et peuvent s'engager dans une situation de burn-out parce qu'ils font un travail dans lequel ils ne trouvent plus de plaisir, ils ne trouvent plus la logique, ils ne savent plus pour quelles raisons ils passent 8-10 heures par jour dans un job. Donc la notion de plaisir est très importante. D'ailleurs, quand je recrute quelqu'un, j'essaye de vérifier par une question toute simple cet aspect-là pour vous, c'est quoi la journée réussie quand vous vous trouvez sur le parking de l'entreprise à la fin de la journée, c'est quoi la journée qui vous a plu, qui vous a convenu, qui quelque part, je ne le dis peut-être pas comme ça, mais vous a donné du plaisir, c'est important de pouvoir répondre à cette question. La réponse n'est pas nécessairement liée au type de boulot. La réponse, elle est parfois très complexe. Elle dépend de votre personnalité, de votre génétique, je dirais. Mais il est très important de ne pas gommer dans le bilan personnel cet aspect-là. Alors, une fois qu'on a fait ce bilan, je crois qu'il y a deux opportunités qui se présentent. Soit la mobilité interne. Je sais qu'on est dans un panel de recrutement avec un consultant en recrutement, mais je pense que la mobilité interne ne doit pas être gommée de l'examen. Il y a, parfois on l'ignore, mais il y a souvent des opportunités en interne qu'il faut pouvoir déceler et il faut pouvoir se renseigner par rapport à ça. Alors comment se renseigner? Peut-être pas nécessairement auprès de votre N+1 qui peut-être fera tout pour vous garder ou peut-être à l'inverse, je ne vous le souhaite pas, mais fera tout pour que vous ayez une mobilité n'importe où. Donc je pense que ce n'est peut-être pas le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, c'est la direction des ressources humaines qui a une vue sur l'ensemble des opportunités actuelles, futures. Parfois, les opportunités externes ne sont pas affichées, mais elles sont dans la tête parce qu'elles sont à moyen terme et elles peuvent être rapidement mises en place. Donc, le contact la DRH est important. Le RH aussi a peut-être accès à un éventuel dossier d'assessment qui permet de bien vous connaître et vérifier si l'opportunité envisagée en interne est safe et si on peut s'y engager. Et aussi, pourquoi pas, c'est un bon truc, aller trouver le patron, le CEO de la boîte pour lui dire, voilà, moi, vous ne me connaissez peut-être pas trop, mais j'ai 4-5 ans dans ce job-là, voilà les plus, les moins. Oui, je veux continuer. Évidemment, il faut répondre à cette question-là d'abord. Oui, je veux continuer dans la société, mais je veux aller dans un autre job. Le CEO ne va pas pouvoir classer votre demande sans suite. Il va prendre la peine de discuter avec le DRH pour trouver des opportunités et votre problème d'évolution de carrière sera, on le souhaite, réglé. Autre alternative, évidemment, est la mobilité externe. Alors là, quelque part, il faut faire son projet personnel. Il faut voir l'ensemble des plus, des moins, de changements peut-être radical d'environnement, de type de job. On en parlera peut-être un peu plus tard dans le webinaire des conséquences parfois d'un changement radical de carrière. Donc, il faut tout envisager et construire son projet comme si on allait construire une nouvelle entreprise. Ce projet-là, il faut être capable de l'étayer, de le challenger avec son entourage, être capable d'être son propre délégué commercial et je dirais pouvoir l'amender, le modifier selon ce que vous entendrez de vos proches. Je pense que ce projet, il va déboucher, on le souhaite, sur un entretien d'embauche parce que vous saurez exactement quel type d'emploi vous intéresse et à quel type d'entretien de recrutement vous devez participer. Et là, quand vous êtes en situation de recrutement, eh bien, vous vendez votre projet. Dites-vous que vous êtes vendeur et vous êtes acheteur, mais l'interlocuteur, le recruteur, le RH ou le N+1 qui recrute, lui aussi, il a un besoin à pourvoir. Il a l'obligation d'avoir cette personne-là et d'avoir d'avoir quelqu'un dans son organisation. Donc, chacun est demandeur de quelque chose et ce rapport qui est
qui est presque, j'ai un peu honte de le dire, mais qui est presque un rapport commercial. Il ne faut pas le perdre de vue. Vous avez quelque chose à vendre et vous avez quelque chose à acheter, et votre interlocuteur aussi. Très bien, Voilà. très bien. Merci Georges pour ces bons conseils. Delphine, peut-être, tu veux compléter? Oui, alors je compléterai en disant que c'est juste effectivement génial et essentiel ce que Georges a dit, c'est de commencer par un bilan. Et je vais forcément pas dire le contraire parce que ça, c'est pour moi la première démarche à faire. Et ce bilan, c'est quoi? Et on peut déjà le faire soi-même, effectivement. C'est fort de l'expérience de vie que j'ai jusqu'ici, et j'ai envie de dire de vie professionnelle, mais aussi de vie privée, parce que même s'il y a des aspects de notre personnalité qu'on surjoue, euh, sur lesquels on met l'accent au travail, on est quand même fondamentalement le même. Et l'idée, c'est vraiment de faire ce bilan en se disant, OK, quelles sont les situations professionnelles qui me donnent de l'énergie? Et situations, ça peut être les contextes, ça peut être les tâches, ça peut être les personnes ou les types de relations. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont certainement très bien dans un job parce que toutes les conditions ou la majorité des conditions sont remplies. Mais si vous vous sentez coincé, que vous sentez que vous avez besoin de cette réflexion, c'est que probablement cette analyse fera découvrir que ça fait quelques années en fait que je suis par exemple beaucoup moins au contact de collègues, que je suis peut-être plus dans une démarche ou dans des tâches très administratives, alors qu'en fin de compte c'est pas ça que j'adore. Et par contre je vais adorer ma journée de demain parce que j'ai plein d'échanges. Donc ça c'est qu'un exemple, mais l'idée c'est vraiment concrètement de pouvoir faire ce bilan, c'est d'analyser au quotidien, demain, dans ma journée de travail ou dans les journées vécues précédemment dans ma dernière expérience, et que qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie, qu'est-ce qui m'a nourri en fin de compte, au vu de comment je fonctionne, qui je suis. Voilà, je ne vais pas être plus longue que ça parce que je pense qu'on va aborder encore plein de choses après. Plein de choses encore à aborder, mais c'est vrai que ces notions de plaisir et d'énergie sont évidemment très, très importantes. Merci Delphine et Georges. Question suivante, et je vais laisser Cédric y répondre. Quelle doit être notre flexibilité lorsque nous envisageons un prochain mouvement de carrière? Merci. Oui, tout d'abord, pour débuter sur cette notion de flexibilité, je voudrais dire que tout comme le candidat parfait pour une entreprise existe rarement, l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est-à-dire que l'opportunité parfaite n'existe sans doute pas non plus. C'est pourquoi je pense de nouveau qu'il est important, et ça rejoint l'idée du bilan de compétences, de lister en fait ces critères de recherche. Une fois qu'on les a listés, c'est aussi de les classer alors par ordre d'importance pour vraiment définir ces critères en fonction de l'analyse de sa situation actuelle. Qu'est-ce qui vous manque actuellement? Et surtout, comme le disait Delphine, quelles sont vos forces que vous n'utilisez pas ou pas assez? Ça, c'est vraiment important. Dans ce bilan et dans cette liste, je vous conseille de ne pas penser uniquement aux critères matériels. Tout ce qui est localisation, salaire, horaire, possibilité de home office, tout ça, évidemment, ça joue son rôle, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment toute cette liste de compétences que j'utilise ou que je n'utilise pas, que j'aimerais utiliser, que je n'utilise pas assez, etc. Tout ça est important. Une fois que vous avez établi cette liste-là, que vous l'avez pondérée, vous allez vous rendre compte automatiquement que certains critères, évidemment, sont clairement indispensables pour vous dans votre nouvelle opportunité, et c'est sans doute ça que vous ressentez et qui fait que vous avez envie d'autre chose. Mais il y en a aussi d'autres qui pourront être abandonnés. Et donc voilà, j'encourage tout le monde finalement à rester ferme sur ces critères indispensables, mais par contre à être plus flexible et donc à pouvoir en laisser tomber certains qui sont moins importants. Pour moi, c'est une forme de négociation qu'on doit faire, ou qu'on peut faire avec soi-même. Avant de la faire avec une entreprise, il faut la faire avec soi-même. Ok, d'accord, ça c'est important, je décide de le garder, ceci l'est moins, et je peux faire une concession là-dessus. Donc, c'est même plus une concession qu'une négociation, en fait. Mais on doit s'en rendre compte soi-même avant de commencer, selon moi. Cette distinction entre les must-have et les nice-to-have, comme on dit en anglais, ouais. qui est importante à faire. Et Delphine, peut-être d'autres réflexions? Voilà, c'est vraiment cette confrontation, Cédric l'a dit, hein, c'est une notion personnelle, en fait, la flexibilité. Oui, il s'est confronté à la réalité du marché,
qu'est-ce que le marché d'emploi me permet aussi, hein. Je pense que certains profils vont avoir peut-être plus de facilité à pouvoir rencontrer tous ces must-have parce que le marché fait qu'on les recherche et que peut-être que les entreprises vont être prêtes à certaines concessions, d'autres moins. Et tout ça, c'est vraiment un jeu de négociation entre soi et la réalité du marché. Mais l'essentiel, je reviens sur ce bilan, sur effectivement, comme le dit Cédric et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, et je ne peux pas tout avoir en fait. Et donc, voilà, je pense que ça me paraît tout à fait logique de refaire le point sur ça. Très bien, très très bien. Et donc, tout le monde réagit différemment au changement. Et donc, quels conseils donnez-vous à celles et ceux qui cherchent à changer de rôle ou à se lancer peut-être dans quelque chose d'entièrement différent? Et Delphine, je te repasse peut-être la parole pour commencer. Je pense que, de nouveau, hein, il faut faire l'identification pour moi des compétences et des talents. Alors, comment concrètement on fait ça? Parce qu'on parle de bilan depuis tout à l'heure. On n'est pas toujours peut-être armé pour le faire tout seul, cette réflexion. Donc, on peut se faire accompagner soit par la RH, effectivement, qui, si on est dans une entreprise, peut permettre ce bilan-là, soit par des outils dont il dispose ou des partenaires. Parce que ça peut avoir un intérêt clair pour l'entreprise si on peut faire des mobilités internes, hein. Tiens, si la personne n'est pas motivée dans son rôle, tout est à gagner et pour la personne et pour l'entreprise qu'elle se sente mieux. Donc, cette demande de bilan peut être faite concrètement auprès de l'employeur. Après, on peut le faire aussi par différentes autres sources d'informations, hein. On peut aussi le faire avec son entourage et professionnel et personnel. Et l'entourage professionnel peut être aussi des anciens collègues avec qui on a travaillé, peut-être ceux avec qui on a partagé une expérience professionnelle qui était particulièrement positive pour nous, dans laquelle on se sentait particulièrement bien, pour qu'ils puissent aussi mettre en avant et aider dans la réflexion sur tiens, voilà, ça tu le fais vraiment super bien, ou voilà, là-dessus je sentais que c'était plus difficile. Donc on ajoute forcément sa sensation à soi, hein. Donc il y a l'analyse des autres, il y a l'analyse de l'entreprise, il y a des professionnels qui peuvent aider, mais aussi sa perception à soi, et dans le quotidien et dans la vie privée, que ce soit au quotidien professionnel ou privé. Voilà ce que j'invite aussi les gens à faire, la personne à faire, parce que effectivement, tout le monde réagit différemment au changement, et on a parlé de ce bilan de compétences, de forces. Et il y a une autre notion que je trouve importante à partager, ce sont les valeurs. Alors, ça paraîtrait un peu, voilà, c'est un peu nébuleux parfois, on n'a pas toujours conscience de ça en fait, mais ce sont des guides. Quand on se pose cette question, c'est vraiment de se dire, tiens, est-ce que je suis alignée par rapport à moi, est-ce que mon activité professionnelle, ce que je fais, est-ce que ça a du sens par rapport à ce que je crois, mais vraiment à ce que je crois dans la vie, à ceux qui me sensibilisent, au sujet que j'ai envie, voilà, voilà, oui, vraiment les thématiques qui me parlent. Est-ce que je suis quelqu'un qui est sensible, par exemple, à l'écologie, et est-ce que mon entreprise y est sensible aussi, hein? Parce que tout à l'heure, Georges parlait de la mobilité interne. Elle a tout son sens, mais peut-être évidemment pour plein d'aspects, mais attardez-vous quand même sur cette notion de valeur, parce que si vous faites un mouvement interne en vous disant seulement tiens, ça colle pas par rapport à mes compétences et je vais peut-être une autre fonction qui va coller, la question des valeurs a du sens, parce que peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous sentez pas que les valeurs qu'elle prône ou les valeurs qui sont exprimées concrètement dans les faits correspondent à qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Donc là, il est peut-être aussi nécessaire quand même de changer. Donc ça, c'est aussi un paramètre pour moi qui est clairement à analyser aussi. Voilà. L'alignement des valeurs. Georges, quelque chose à ajouter peut-être? Oui, je rebondirais peut-être avant de revenir sur la notion de changement, sur ce que vient de dire Delphine au niveau des valeurs. Je pense qu'il y a, et je trouve ça très très bien, et c'est, je dirais, relativement nouveau depuis 5-6 ans dans les entretiens, les candidats s'intéressent et ont examiné les valeurs de l'entreprise avant de venir à l'entretien de sélection. Et ça, je trouve ça très, très bien. Pour aussi corroborer ce qu'a dit Delphine il y a un instant, c'est vrai qu'il faut
je dirais presque de toute urgence, trouver une opportunité externe quand on se rend compte que les valeurs, finalement, ça ne correspond plus du tout à ce qu'on veut. Parce que là c'est pire que la notion de plaisir. Je crois que transiger avec ces valeurs, oui, peut-être on peut le faire occasionnellement pour des choses mineures, mais quand fondamentalement, semaine après semaine, on se rend compte que les chemins se séparent entre mes valeurs à moi et les valeurs de l'entreprise, je crois que c'est absolument catastrophique et la mobilité externe devient à ce moment-là un must. Donc voilà, je vous encourage parce que je trouve que c'est très important pour votre interlocuteur dans un recrutement que vous ayez en tête les valeurs de l'entreprise et que vous puissiez un petit peu titiller votre interlocuteur à mieux définir et lui de demander des exemples concrets en quoi la valeur XY que j'ai vue sur votre site est d'application dans votre entreprise. Ça, je pense que c'est tout à fait fructueux comme question à poser et surtout la réponse que vous allez avoir. Si vos interlocuteurs débarquent et visiblement, parce qu'il y en a où certains cas n'ont pas la moindre idée, c'est quoi les valeurs de sa propre entreprise, c'est un peu embêtant. Et ça donne une idée sur le climat et peut-être sur la culture de l'entreprise. Alors, je voudrais revenir effectivement sur la notion de changement, qui est un élément qui s'impose à nous tous, et bien sûr pas que dans le cadre d'une nouvelle situation professionnelle. On est bien placé, tout habitant de la planète depuis un an, de savoir qu'on peut à tout moment être face à un changement totalement imprévu. Et bien entendu, notre capacité à s'adapter mieux, plus facilement, plus lentement, sans ou avec heure à cette nouveauté, à ce changement, est évidemment très personnel et je ne vais pas entrer dans les détails. Par contre, quand il s'agit d'un changement dans la vie professionnelle et qu'on prend tout à fait un autre cap que celui qu'on avait auparavant, je crois qu'il est très très important de pouvoir avoir en tête qu'on a pris un billet d'aller simple et pas un aller-retour. Donc, se mettre mentalement dans la perspective de ce nouvel environnement qui est le mien ou qui va être le mien, l'accepter et se dire j'ai brûlé mes navires quelque part, je ne peux pas revenir en arrière et je ne vais surtout pas commencer à comparer et à me dire c'était mieux avant. C'est différent, ce n'est pas comparable, il y a des plus, il y a des moins, mais ce n'est pas la peine d'user son énergie à se dire j'avais ceci avant, j'avais pas cela avant. Ce sera aussi pareil dans une négociation. Il faut, par exemple, une négociation du type de job ou du salaire, pour être très, très concret, il faut prendre les choses différemment. Toutes les situations ne sont pas comparables entre le job A et le job B ou l'expérience B que je veux. Donc, je me projette dans un nouveau contexte et je réagis et j'ai mon mindset qui est déjà dans ce plan B que j'ai voulu mettre en œuvre. Si on est constamment en train de comparer avec le passé, je vous dirais d'expérience personnelle, rien de plus énervant que le candidat qui me dit oui, mais j'avais ceci dans l'entreprise que je viens de quitter, je voudrais le retrouver. Non, c'est voilà, vous êtes dans un nouvel environnement et votre interlocuteur, il s'en fout complètement de l'environnement dans lequel, c'est moi l'expression, il se fout complètement de l'environnement dans lequel vous étiez. Et vous allez induire dans sa tête que vous n'êtes pas prêt au changement et que vous avez fait un demi-pas et que ce changement, vous l'avez fait un peu à reculons ou forcé, mais que votre esprit n'a pas fermé la porte de l'expérience A que vous êtes en train de quitter. Voilà. Et ça me fait penser à une question que nous posons systématiquement aussi à nos candidats qui veulent changer, qui viennent nous voir en ayant cette ambition-là. Mais une des questions qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qui vous retiendrait dans votre entreprise actuelle? Donc avant de penser à un changement externe, c'est aussi important de penser à ce qui vous retiendrait dans votre entreprise actuelle, parce que vous pouvez mettre le doigt aussi alors sur ce qui est vraiment important pour vous. Peut-être aussi avoir une discussion préalable, comme le disait Georges au début, avec votre responsable des ressources humaines, avec votre manager direct, pour voir comment les choses peuvent évoluer
en fonction effectivement de ce qui ne va pas et de ce qui va. Mais tout à fait. Donc il faut être prêt au changement, mais pour être prêt au changement et avoir décidé de changer, il faut avoir bien analysé sa situation actuelle de nouveau. Avant de continuer, on va vous demander de répondre à une autre question. Donc on va vous envoyer un petit sondage supplémentaire, si j'arrive à faire de nouveau bouger ma présentation. Voilà. Pour votre prochaine opportunité, à quoi pensez-vous? Et donc, on vous propose différentes possibilités. On va vous demander d'en choisir une qui vous parle le plus. Vous former davantage d'abord, éventuellement créer votre propre entreprise, garder le même type de rôle que celui que vous avez aujourd'hui, peut-être dans un nouvel environnement, obtenir une promotion, changer d'environnement, ou simplement vous avez besoin d'un travail, ce qui est tout à fait possible aussi. Vous êtes sans boulot et vous avez besoin de travailler et de gagner votre vie. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et donner votre choix principal. Merci Florence. OK. Donc on voit beaucoup d'entre vous veulent vous former, peut-être en perspective d'un changement ou d'une évolution. On a des entrepreneurs, un peu en minorité, mais beaucoup d'entre vous veulent quand même changer de type de rôle aussi. La promotion, ça ne semble pas être une ambition pour tout de suite. Pour nombre d'entre vous, changer de société, malgré tout, un cinquième d'entre vous veulent changer d'environnement. Donc, on a parlé de cette question des valeurs également à ce niveau-là. Bien aligner ses propres valeurs avec celles de nouvel environnement dans lequel on va rentrer. Et puis, un quart d'entre vous veulent un travail qui leur permet de se financer. Donc, c'est bien sûr très important. Je ne sais pas si le panel veut réagir à ces réponses. Rien de particulier. On enchaîne alors sur la prochaine question, qui est, je pense, pour Delphine. Et quel est un bon moyen donc d'identifier réellement vos points forts et vos domaines de développement dans vos compétences techniques et non techniques? Alors, c'est vrai qu'on a déjà un peu répondu à cette question dans l'identification des points forts et des domaines de développement. On en a parlé jusqu'ici, donc je crois que je ne vais pas faire une redite. On a plusieurs sources. Enfin, j'en ai parlé, Georges en a parlé, Joël a aussi évoqué des éléments par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant dans cette question, c'est aussi, et je fais le lien, je réfléchis, je fais le lien avec la réponse qui vient de venir du sondage. Ça veut dire qu'il y a quand même, si je prends les majorités, c'est l'envie de se former et puis l'envie de juste trouver un travail qui convient. Alors, la première partie, et ça peut répondre aussi en partie aux personnes qui cherchent un travail, c'est OK, sur quoi je suis en zone de confort. Hein, je sais faire ça, donc c'est vers là que je dois aller. Ça, c'est bon, je le maîtrise. Qu'est-ce que j'ai envie peut-être de développer? Quel est le petit pas que je veux faire quand je dis petit pas, c'est en zone de développement. Ne vous mettez pas aussi, ça c'est un conseil, dans ce qu'on appelle la zone de panique. C'est-à-dire que si l'écart est trop grand entre ce que vous savez faire et ce qu'on vous demandera de faire, vous risquez de perdre votre pied. C'est important vraiment de systématiquement faire le lien avec « Ok, là, je suis dans le bon parce que je l'ai déjà fait en fait ». Même si c'était dans des circonstances différentes, même si c'était avec des interlocuteurs différents, différentes sociétés, j'ai déjà fait ce qu'on me demande ici en termes de processus ou de façon de mettre à profit quelque chose. Donc voilà, ça, je voulais aussi évoquer cette zone confort, développement en panique. Donc, choisissez bien le dosage. Après ça, pour choisir sa formation ou son prochain, le prochain domaine que vous avez envie d'apprendre, que ce soit en termes de vraiment de formation formelle ou il y a différentes manières de se former. Hein. Ça peut être du parrainage en entreprise, ça peut être la découverte de quelque chose. Ce que j'aurais envie aussi de vous dire et de vous partager, c'est vraiment de réfléchir à ce dont vous avez envie et ce qui fait sens pour vous. Et de rattacher tout ça à ce fil rouge hein, de ce qui vous a construit, ce que vous avez aimé, ce qui vous guide en termes de valeurs. Parce que je trouve souvent dans mes rencontres qu'on a aussi parfois tendance à se dire je le fais parce que
ça m'est demandé ou parce qu'on me l'a proposé comme formation, oui, ça peut m'intéresser. Mais quelque part, c'est le côté, tiens, on vous a mis sur la table quelque chose, on vous a fait des propositions, mais n'hésitez pas à être plus acteur encore de ça. Tiens, est-ce que je ne peux pas faire des recherches, moi, sur ce thème-là m'intéresse, ou moi, je sens dans mon métier, c'est ça qui me parle souvent dans la façon dont je réalise telle ou telle tâche, ça m'interpelle, ou tiens, est-ce qu'il n'y a pas des formations là-dedans qui peuvent permettre de me renforcer en termes de compétences ou de connaissances à ce sujet-là, ou qui prennent les choses différemment, mais qui permettront de me faire grandir à ce sujet-là. Donc vraiment personnaliser les choses, parce que sinon on va facilement choisir pour vous, en fait, si vous ne choisissez pas vous-même. Donc voilà, soyez vraiment acteur de ça en travaillant sur vos envies, ce que vous aimez, parce que il y a vraiment cette différence entre talent pour moi et passion. On peut très bien être passionné par quelque chose, mais pas nécessairement encore avoir le talent pour ça. Hein. J'aime bien ça, mais en fait, je ne sais pas trop le faire. Ok, formez-vous alors, parce que vous avez déjà l'envie. Et l'inverse, vous pouvez très bien être compétent dans quelque chose. Et là, on peut être sur un point d'usure aussi de votre métier. Je reviens à la première question. Hein. Désolée. Oui, si vous êtes compétent dans quelque chose, vous continuez à le faire. Votre employeur continue à être content de vous. Mais quelque part, si vous n'aimez pas, voilà, vous ne tirez pas d'énergie en fait de ça. Vous savez le faire, vous le faites, on est content de vous. Mais fondamentalement, ça ne vous fait pas vibrer. Donc vraiment, en termes de développement, si vous réfléchissez à une étape prochaine ou à un job, juste un job, ok, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je sais faire aussi déjà. Voilà, je pense que j'ai laissé compléter. Oui, merci Delphine. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir les réponses au point précédent où un tiers d'entre vous voulait vraiment continuer à se former. Et c'est vrai que l'environnement change très vite. Hein. Nous sommes très bien placés dans le monde du recrutement pour voir tout type d'entreprise, tout type de secteur. L'environnement de travail évolue de plus en plus vite et on attend effectivement au niveau des employeurs, Georges le confirmera probablement, que ce côté initiative aussi au niveau des employés pour continuer à se former ou en tout cas pour embrayer sur les possibilités que l'entreprise va offrir. Et je crois que c'est important aussi qu'un employé ou quand vous examinez une opportunité d'emploi, qu'une des questions que vous posiez soit aussi voilà, la formation qu'on offre dans l'entreprise, la formation continue pour s'adapter aux nouvelles techniques de numérisation. Hein, il y a des choses qui traversent tous les secteurs et toutes les entreprises. C'est certainement ce côté numérique. Et donc, à côté donc, de ce que l'employeur va vous demander de faire, soyez aussi vous attentifs à ce que les entreprises offrent comme formation. Et si vous devez vous former en externe, hein, on parle beaucoup de reskilling ou d'upskilling via des entreprises de formation externe, effectivement, essayez de choisir des formations qui sont en vraie adéquation avec ce que vous cherchez à obtenir par après et en vraie adéquation avec ce que le marché demande. Et là, je dirais aussi que nos consultants Robert Half dans toutes nos différentes divisions sont aussi là pour vous aider à identifier justement ce que le marché demande, hein, au niveau de compétences. Et je voudrais juste mentionner aussi, peut-être pour terminer, que nous avons aussi la possibilité d'offrir à nos candidats des formations d'e-learning. Il y a des centaines de formations différentes, aussi bien techniques que non techniques. Et donc là aussi, si vous êtes en contact avec un consultant de chez Robert Half, n'hésitez pas à lui poser la question par rapport à notre plateforme d'e-learning et l'accès qu'on peut vous donner pour vous tester d'une part sur certaines compétences et puis pour en apprendre d'autres ou avoir des formations plus avancées dans une compétence que vous ne maîtrisez pas encore complètement mais que vous désirez continuer à pousser, quoi. La question suivante que nous voulons aborder, ce sont donc les secteurs et les fonctions et les compétences qui sont en demande ou qui émergent dans le marché aujourd'hui. Et je voudrais lancer cette question d'abord à Cédric, voir un petit peu ce qu'il peut nous dire de tout cela.
Oui, tout à fait. Mais donc, c'est vrai que la question des secteurs et des porteurs et des fonctions en demande, euh, c'est une question évidemment qui évolue tout le temps dans le temps. Euh, et ça dépend de différents facteurs évidemment, les situations économiques et surtout. Mais je veux dire que si on prend un exemple actuel, c'est sûr qu'il y a plus de travail dans l'alimentation, le pharma et les biotechnologies que dans l'automobile ou dans le textile. Par exemple, ça c'est pour les secteurs. Chez Robert Half, basé sur les placements qu'on fait et qu'on a fait ici ces derniers mois, le top 5 des industries, c'est tout ce qui est retail, ça reste évidemment important. Santé, pharmaceutique, un deuxième secteur, tout ce qui est logistique. On fait beaucoup de recrutement aussi en consultance. Il y a encore pas mal de recrutements qui se font. Et alors, tout ce qui est industrie, fabrication, etc., ça reste un secteur qui est en demande. Au niveau des fonctions, dans les fonctions que nous, on recrute et qu'on suit, les fonctions les plus en demande dans nos divisions financières, c'est les profils essentiellement opérationnels, les assistants comptables, les comptables généralistes, tout ce qui est comptabilité fournisseur et évidemment aussi tout ce qui est recouvrement de créances. Ça marche beaucoup actuellement. Dans les fonctions d'employés et support pour les divisions qu'on suit, tout ce qui est customer service, on achète tous de plus en plus en ligne aussi, donc le customer service, ça c'est vraiment quelque chose qui marche actuellement. L'administration et les employés en termes logistiques, ça fonctionne aussi. Et alors évidemment dans d'autres divisions, tout ce qui est technologie, tout ce qui est helpdesk, tout ce qui est ingénieur système, IT business analyst, IT project manager, web content, tout ce qui est digital, les genres de choses, tout ça fonctionne vraiment bien. Par contre, tout ça, ça peut varier dans le temps, évidemment. Mais une constante qu'on a vue ces dernières années, c'est l'évolution dans les compétences qui sont demandées. Il y a, notamment au niveau des compétences techniques, 2 musts à avoir maintenant. C'est-à-dire qu'il va être difficile pour les gens de trouver des nouvelles opportunités si, quelque part, ils n'ont pas ces 2 musts-là. Le premier, c'est au niveau des compétences linguistiques. C'est sûr qu'il est plus difficile aujourd'hui de trouver un emploi quand on ne maîtrise pas plusieurs langues. Alors, je ne dis pas qu'il faut être parfaitement bilingue ou trilingue, évidemment, mais avoir des possibilités de bien s'exprimer, de bien comprendre dans la région, évidemment, en français, en néerlandais, en anglais. L'allemand est aussi assez souvent demandé. Ce sont les 4 langues, évidemment, qu'on retrouve le plus fréquemment. Et alors, au niveau IT, tous les outils IT de base, Word, Excel, toute la suite Office avec PowerPoint, etc., mais aussi tous les outils comme Teams, Zoom et Skype et ce genre de choses. Tout ça, finalement, c'est vraiment le minimum, c'est la carte d'entrée quelque part pour accéder à des emplois pour l'instant. Maintenant, à côté de ça, il y a tout ce qui concerne les soft skills. Et je veux dire que elles évoluent, mais elles sont de plus en plus présentes. Et je vais en lister toute une série. C'est une liste non exhaustive, mais on constate notamment, par exemple, que les employeurs font de plus en plus attention et on s'est pas mal intéressé au sujet, et notamment Joël est déjà intervenu plusieurs fois dans la presse au sujet de tout ce qui est intelligence émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qui revient très fort. Comment les gens interagissent et comment ils sentent, comment ils doivent interagir avec telle ou telle personne. Ça, c'est important. On en a parlé précédemment, mais la capacité d'adaptation au changement, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Si je prends l'exemple des outils IT, j'ai cité les outils de base. Maintenant, une compétence de base en informatique, ce serait par exemple d'être capable de continuer à apprendre pour se développer et pour pouvoir accepter justement tous ces changements. Une nouvelle compétence, ou en tout cas une dont on parle de plus en plus, c'est la résilience. Donc la résilience, on peut l'interpréter comme étant la capacité à utiliser les difficultés et les coups durs pour s'améliorer et pour continuer à avancer. Donc ça, la pandémie actuelle, c'est facile pour personne, mais voilà, on voit comment les gens réagissent, c'est ce que les gens en font. Ça, c'est important aussi. Tout ce qui est autonomie, sens de la responsabilité, c'est évidemment indispensable. Les capacités de communication, c'est vrai que même si on est de plus en plus en tant qu'employé derrière son écran, c'est pas pour ça que les capacités de communication ne sont pas importantes. Nous, on fait aussi beaucoup attention à la capacité d'accepter les feedbacks, d'être ouvert aux critiques.
Alors évidemment, je parle des critiques qui sont constructives. Quand c'est fait pour casser, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors globalement, ça c'est quelque chose auquel nous, on fait fort attention et qu'on aime bien chez Robert Half, mais c'est ce niveau d'énergie. On parle de drive et de cette intensité qu'on est prêt à mettre dans son travail. Et elle est assez liée, c'est vrai, à la notion de plaisir et au fait qu'on se sent dans sa zone de confort. J'ajouterais pour dire à ce qui a été dit tout à l'heure par Delphine, j'ai déjà entendu dans certains coachings qu'on conseille d'être à 80% dans ce qu'on sait faire et dans ce qui nous donne du plaisir, et 20% à l'heure où on sort de sa zone de confort et où on essaye d'apprendre et de se développer. C'est très chouette, c'est très sympa, mais voilà, 20% du temps, et puis on retourne se ressourcer dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on aime faire. Mais ça n'a rien à voir avec les métiers en demande, mais je voulais rebondir sur ce que Delphine disait tout à l'heure. Merci Cédric. Georges, quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais peut-être d'abord revenir sur ce qu'a dit Delphine tout à l'heure au niveau de l'importance de la formation. Bien sûr, c'est fondamental dans notre monde qui évolue très très vite. Il y a évidemment les souhaits, les désirs du personnel, on va l'appeler comme ça, de chacun d'entre nous, de se former à tel ou tel aspect selon ses desiderata personnels, selon ce qu'il est vraiment. Et puis, il y a les besoins d'entreprise, la formation dans tel et tel domaine. Donc, je pense qu'il est très, très important d'être conscient qu'il faut de la cohérence dans le choix de ces formations, ne pas faire du training shopping, comme on pourrait appeler ça, et surtout ne pas s'imaginer que l'entreprise peut y prêter quelque part son support. Pour moi, il est très important d'avoir un plan de formation pour chacun qui soit cohérent, qui prenne en compte les besoins de l'entreprise, qui prenne également, non pas, ce n'est pas le rôle de l'entreprise, les souhaits individuels des gens, mais les préparer au trajet que l'on voit pour eux dans l'organisation. Si quelqu'un veut se former à des aspects qui correspondent plutôt à ses loisirs ou à sa vie sociale, ce n'est pas le rôle de l'entreprise qui est à prendre cela en charge. Et puis aussi, se dire que la formation, ça prend du temps, donc il y a parfois des arbitrages à faire. Pour être tout à fait dans l'immédiat, j'avais ce matin un Teams demandé par un de mes collaborateurs au niveau RH qui m'avait fixé un rendez-vous qui me paraissait un peu mystérieux. Il voulait me parler d'un projet. Je ne savais pas du tout si le projet était personnel, était professionnel. Bon, il s'avérait que la personne est excellente dans son domaine, mais c'est vrai que son anglais dont il a besoin professionnellement est un peu en souffrance, et il me proposait ni plus ni moins, alors qu'il a un rôle fondamental dans mon équipe, de partir 3 mois en congé, éducation, post-carrière, tout ce qu'on veut, à Londres pour perfectionner son anglais. Bon, c'est sûr qu'il avait préparé toute sa petite présentation, les prix, les machins, tout y était. Malheureusement, j'ai dû lui dire non en lui disant tu vas aller dans un organisme très connu dans la région spadoise pour te former en anglais. Voilà, je suis obligé de ne pas nécessairement dire oui, bien sûr, la formation est importante, mais la continuité du business l'était encore davantage. Donc, j'ai dû faire cet arbitrage-là. Et c'est le genre d'arbitrage que je dois faire souvent en termes de formation et de souhait de training. Alors, j'en viens à la suite de ce que disait il y a un instant Cédric, en termes de secteur et de compétences qui montent. Je pense que je ne vais pas revenir sur le secteur en tant que consultant Robert Half. Cédric connaît mieux ça que moi. Il a une vue sur le marché que, étant dans ma petite boutique, je n'ai pas. Donc, je ne compléterai pas cet aspect de son propos. Par contre, au niveau des compétences qui émergent, et je dirais en bon DRH, je me suis focalisé un peu à réfléchir quelles sont les compétences de savoir-être qui sont demandées, parce que ça, elles sont, je dirais, universelles dans le monde du business. Les compétences de savoir-faire, elles sont évidemment, bien sûr, il y en a qui sont communes à tout secteur, et Cédric y a fait allusion, digitalisation, intelligence artificielle, etc., bien sûr. Mais bien sûr,
en plus ou en moins selon les secteurs dans lesquels vous vous trouvez. En revanche, en ce qui concerne le savoir-être, j'ai fait un petit exercice qui est intéressant d'ailleurs pour moi, d'essayer de déterminer, d'identifier 5 compétences de savoir-être qui est intéressante dans la vie d'une entreprise. Elles vous sembleront peut-être un petit peu inhabituelles, mais voilà, je vous les livre telles que ma réflexion me les a fait noter. La première, c'est l'aptitude à ce que j'appellerais laisser son ego au vestiaire ou à la badgeuse le matin. Il est très important quand on travaille de plus en plus en équipe, quand il y a des interactions entre des équipes avec des origines culturelles, parfois des pays différents, d'abandonner son ego et de se dire, bon, ben voilà, je suis ouvert à tout ce qui se présente et je ne fais pas monter mon ego pour éventuellement dominer la réunion ou faire en sorte que ce sera mon avis qui va se déterminer. Je pense que nous avons tous notre ego, nous avons tous cette tendance à faire passer son ego, même parfois inconsciemment, dans un travail d'équipe. Et je pense que celui qui a cette capacité à laisser au vestiaire son ego a un vrai plus au niveau de son savoir-être. Deuxième compétence de savoir-être que j'ai retenue, c'est quelque part dans le contexte du besoin qui est évidemment très connu de créativité dans les entreprises, quel que soit le type de créativité, c'est, je dirais de manière un peu simpliste, ne pas avoir peur du ridicule. On a souvent des séances de brainstorming ou des séances où on doit un petit peu créer quelque chose et où on se dit, ouais, si je dis ça, je vais avoir la ridicule, donc je ne le dis pas. J'ai toujours une certaine complaisance envers celui qui dit justement parfois des choses ridicules, il m'en dira 10, et puis la 11e, elle sera vraiment intéressante puisqu'il a eu cette simplicité de s'exposer et de faire jouer sa créativité. Troisième compétence de savoir-être que j'ai retenue, c'est l'écoute de l'autre, c'est l'empathie, c'est la capacité d'oublier un peu sa propre culture, son propre background et se mettre au niveau des autres de nouveau dans le cadre d'un travail en projet, de vraiment travailler from scratch, comme on dit, d'oublier un peu tout ce qui a été fait jusqu'à présent et bien sûr, ça se relie un peu à l'aspect de la compétence, créativité dont je parlais il y a un instant. Au niveau humain, la quatrième compétence de savoir-être et l'importance, ça va paraître un peu bizarre parce que c'est aussi vrai dans la vie non professionnelle, mais c'est de savoir tout bêtement écouter son corps. Il y a aussi très souvent des gens qui, à force d'écouter leurs objectifs professionnels et l'obsession parfois de les réaliser pour certains, n'écoute pas quand le corps vous parle et on sait parfois que ça peut avoir des conséquences parfois extrêmement pénibles. Donc, il est très important, c'est une compétence comme une autre, celui qui dit non, moi, je sens que je vais trop loin, j'écoute mon corps et tant pis pour des conséquences éventuellement professionnelles. Je pense que c'est une compétence comme une autre. Cinquième et dernière compétence que j'ai retenue, c'est, je dirais, l'aptitude à être plus ou moins, je sais que c'est pas facile, plus ou moins constamment en équilibre. Donc, trouver l'équilibre entre les différents sources de stress ou des items qui se présentent dans la vie professionnelle et de trouver cette capacité à être constamment, oui, en balance dans ces différentes situations qui se présentent à vous et qui peuvent être parfois un peu déstabilisantes. En corollaire à ça, je dirais à l'équilibre, je dirais aussi l'agilité. L'agilité, c'est pour moi cette capacité que peut avoir un collaborateur à connaître les différents
comment dirais-je, les échelons de l'entreprise, l'organisation hiérarchique de l'entreprise, jouer avec cette difficulté, jouer avec les rôles et les points politiques qu'il y a parfois dans une entreprise. On sait qu'on peut s'adresser à l'un plutôt qu'à l'autre pour avoir une solution. Parfois, c'est vrai qu'il y a un jeu politique qui est tout à fait clair dans les relations professionnelles. Et celui qui a compris ce jeu politique, qui sait jouer avec de manière saine, bien sûr, et qui est capable d'aller détecter vers qui il doit aller pour aller voir la solution à son problème, parce qu'il est à l'écoute, je dirais, de l'ensemble de l'organisation, parce que parfois on a besoin de gens totalement non en lien avec son job, mais qui va pouvoir nous aider dans notre job, dans notre projet, et aussi avoir peut-être la simplicité, je parlais tout à l'heure d'aller trouver le CEO, et de finalement, comme je dis, être aussi à l'aise avec le charisme de l'entreprise qu'avec le CEO, c'est quelque chose qui est une vraie compétence. Et puis, bon, je reviens évidemment sur l'aspect langue qui est tout à fait fondamental. On a tendance à dire, on disait déjà il y a fort longtemps qu'on vaut autant d'hommes qu'on connaît de langues. Je pense que c'est on ne peut plus vrai encore à l'heure actuelle. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Georges, pour ces réflexions longuement mûries. Et je vais peut-être passer sur les technologies parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps. Juste notre dernier petit sondage, quels sont les facteurs les plus importants pour vous lorsque vous envisagez une opportunité d'emploi? Et je vais demander donc à Florence d'envoyer les réponses. Vous pouvez en choisir plusieurs. La culture et les valeurs de l'entreprise, le package salarial, la localisation, le contenu de fonction, les perspectives d'évolution, l'équilibre vie privée professionnelle ou la sécurité d'emploi et ou la sécurité d'emploi. Quelques secondes pour répondre. Merci Florence. Eh bien, intéressant de voir que effectivement la culture et les valeurs de l'entreprise sont vraiment fondamentales pour la grande majorité d'entre vous, de même que le contenu de la fonction et l'équilibre privé-professionnel. Pas toujours simple à trouver, effectivement, peut-être encore plus compliqué parfois dans les circonstances d'aujourd'hui. Mais donc, ce sont les trois grandes tendances et merci d'avoir répondu à notre question. Comment détecter justement que ces facteurs qui sont importants pour vous sont bien présents? Quelles questions poser? Peut-être demander à Georges et Cédric de réagir rapidement. Il nous reste encore une question et nous voudrions pouvoir laisser de l'espace aux questions de nos participants. Voilà, je dirais aussi un peu des différents entretiens que j'ai eus. Un petit tuyau, quelque chose qui a un peu tendance à m'énerver, c'est le candidat qui arrive les mains dans les poches, qui n'a même pas de quoi noter, alors que moi je note tout ce qu'il dit. Voilà, je pense que c'est un signe de quelqu'un qui peut-être une certaine arrogance et qui va tout retenir, alors que la complexité d'une culture d'entreprise mérite peut-être quand même de prendre quelques notes. Deuxième chose aussi que je voulais dire, il ne faut pas avoir peur de dire à son interlocuteur dans un entretien d'embauche, il y a tel aspect que je n'ai pas compris. Ou je parlais tout à l'heure d'un peu checker les valeurs de l'entreprise. J'aime beaucoup particulièrement être un petit peu titillé par mon interlocuteur, le candidat, où je sens qu'il ne se contente pas de réponses un petit peu léchées et toutes faites sur la culture de l'entreprise. Il cherche vraiment à savoir quels sont les facteurs de la culture d'entreprise, de cette société qu'il ne connaît pas, où il va peut-être passer les années. Je pense que c'est tout à fait intéressant quand il y a un candidat qui cherche vraiment à
checker, je dirais, l'adéquation entre ce qu'il veut, quels sont ses must ou ses nice to have, et ce qu'il a entendu de son interlocuteur. Si j'entends qu'il écoute ça un peu d'une oreille distraite en disant oui, bon, ben ça, ok, très bien, c'est qu'il n'est pas conscient qu'il est en train de prendre, enfin, on pense qu'il prend une décision importante et il donne l'impression de la prendre un petit peu à la légère. Ou alors, c'est que peut-être le job ne l'intéresse pas, bon, c'est évidemment une éventualité, mais à partir du moment où le job vous intéresse, où l'interlocuteur vous intéresse, vous devez donner l'impression que vous creusez un peu dans les détails le contexte. Et puis, je dirais, à l'issue de l'entretien, il est important d'écouter votre petite voix intérieure qui va un petit peu vous faire le check-out, hein, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je sens bien, comme on dit, et qu'est-ce que je ne sens pas bien à l'issue de cet entretien. Quels sont effectivement les plus, les moins par rapport au N+1 que vous avez rencontré, par rapport à l'environnement de l'entreprise, par rapport à son marché. Il y a évidemment des marchés, Cédric y a fait allusion tout à l'heure, qui sont plus ou moins en bonne santé. Il ne faut pas être naïf, il faut essayer de surfer sur les entreprises qui fonctionnent bien. Et bon, la solidité de la boîte, la réputation, les opportunités de carrière que vous avez pu entendre de votre interlocuteur sont aussi des facteurs qui méritent d'être checkés. Je dirais en conclusion, c'est sûr que signer un CDI de part et d'autre, c'est un risque. La situation cocooning parfait n'existe pas. Mais si vous avez fait cet exercice de check, le risque, à mon avis, est tout à fait géré et les choses se passeront bien. Voilà. Merci Georges. Cédric, quelque chose à ajouter ? Oui, j'ajouterais simplement qu'il faut bien penser à se préparer avant l'entretien, checker le site web, la description de fonction, etc. Ça, c'est important. Donc, préparez vos questions, préparez des questions qui soient ouvertes et claires, idéalement une seule question à la fois. Et j'insiste sur le fait que poser des questions en entretien, des questions pertinentes, ça vous met en valeur. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre ça. Et dans vos questions aussi, demandez à la personne qui vous interviewe de donner des exemples. Donner des exemples sur comment sont mises en place les valeurs, donner des exemples sur comment on peut évoluer ou donner des exemples sur comment ce que ça représente chez eux, équilibre vie privée, vie professionnelle. Soyez concrets à ce niveau-là. Très bien. Et voilà, on arrive à notre dernière question et je voudrais demander d'abord l'apport de Delphine. Selon votre expérience professionnelle, qu'est-ce qui est à la base d'un choix réussi ? Delphine, tu es sur mute. Mute, oui. C'est mieux de mettre le micro, pardon. Donc, il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. C'est que par rapport à cette question, on en a déjà dit pas mal. C'est-à-dire qu'on a parlé de faire un bilan soi-même, faire un bilan par rapport à l'entreprise. Est-ce que je m'y sens bien ou est-ce que je pourrais m'y sentir bien au vu de ce bilan, de ce qui est important pour moi, de mes valeurs. D'accord ? Donc ça, je ne vais pas y revenir. Par contre, je vais vraiment rattacher à ce que Georges et Cédric ont partagé là maintenant et j'ai envie de résumer sur cette notion d'être acteur en fait. En préparation de ce webinaire, on a parlé avec Georges de ce rapport de force entre le recruteur et le candidat. Et je trouve qu'ici, on est tous d'accord et je pense que je vous lance vraiment ce défi-là qui pour moi, ça est en train de changer en fait. Moi qui ai déjà qui ai eu l'occasion d'être responsable du recrutement et d'avoir pas mal et encore aujourd'hui à recruter des candidats pour des entreprises. Je sollicite toujours les candidats à poser des questions et à se dire que l'enjeu, en fait, il est le même. Comme disait Georges, c'est un contrat mutuel. Et donc, l'enjeu est le même dans le sens où c'est un danger et un enjeu pour soi de trouver et de s'installer dans un nouveau job. Et c'est un enjeu pour l'employeur de miser sur la bonne personne. Et donc, au final, on va chercher la même chose. Dans quelle mesure est-ce que ce job me correspondra ? Et donc, pour l'employeur, dans quelle mesure ce job, si je lui donne, ça va juste faire des étincelles. Donc, pour ça, soyez acteur autant que… Alors certes, c'est toujours forcément, quand on est recruteur ou quand on est des RH, on a 1000 questions.
à poser, vous préparez ça, effectivement, comme le dit Cédric. Posez-vous aussi vos questions à vous par rapport à ce bilan. Moi, ce matin, j'avais quelqu'un en bilan qui a cette particularité, enfin, en tout cas, elle est comme ça, elle est pas la fille ou la personne la plus organisée du monde parce qu'elle est hyper flexible. Donc, par contre, il y a une capacité chez elle à faire face à l'imprévu. Mais si la société, l'entreprise lui demande de cadrer tout dans un agenda, lui demande par la fonction qu'elle a d'être très méticuleuse, elle, ça va lui prendre de l'énergie. Et donc, je lui ai dit, prépare ça dans les offres d'emploi que tu lis, elle soit attentive à, OK, est-ce que ça a l'air de prendre beaucoup de place, ce côté rigueur administrative ou planification. Et bon, c'est déjà une première information, l'offre d'emploi. Et puis, sur ce point-là, en tout cas, il y en a certainement d'autres, c'est un exemple, sollicite et demande dans l'entretien, OK, cette partie-là du job, combien de temps ça prend ou essaye de voir un petit peu la place que ça prend pour savoir si ça pourrait te correspondre ou pas. Donc, l'enjeu est des deux côtés et je dirais vraiment d'aller gratter de l'information et vraiment celle qui est pertinente pour vous, poser question par rapport à ce qui est pertinent. Voilà. Très bien, merci Delphine. Pour pouvoir laisser de l'espace un peu aux questions, je vais te laisser ce mot de conclusion d'aller chercher les étincelles. Je trouve ça une chouette phrase, une chouette image. Et comme on a déjà pas mal de questions, on va essayer d'en prendre quelques-unes maintenant. Et sinon, bien sûr, vous allez pouvoir aussi encore nous contacter. Vous trouvez ici les coordonnées de chacun d'entre nous avec nos adresses mail, les sites web également. Mais donc, nous avons déjà pas mal de questions. Je vous rappelle que vous avez cette petite Q&A box si vous voulez encore en déposer. N'hésitez pas. Alors, étant comptable de formation, sur quoi vous basez-vous pour dire qu'un candidat que vous n'avez pas encore rencontré est compétent et proposer son CV à un client? Donc ça, c'est peut-être pour toi, Cédric, Oui, pour je veux bien commencer. apprendre celle-là, oui. Voilà. Il y a une partie de la question qui me fait réagir déjà, c'est que vous n'avez pas rencontré. Parce que la première chose qu'on va faire, et tu me confirmeras ça, Joël, évidemment, c'est d'abord l'appeler pour faire un pré-screening téléphonique. Et en fonction du CV qu'on a reçu, le pré-screening téléphonique, évidemment, on a toute une série de questions. Sachant qu'on ne peut pas rencontrer tous les candidats non plus, on va essayer d'obtenir les réponses aux questions qui vont nous permettre de savoir si, oui ou non, ça peut correspondre à ce que certains de nos clients recherchent pour l'instant. Et qu'est-ce qu'ils recherchent actuellement? C'est de l'expérience opérationnelle et des capacités d'adaptation, etc. Et donc déjà d'avoir, c'est vrai, nos clients bien souvent cherchent du plug and play, donc surtout dans l'intérim. Et donc, on va essayer d'aller détecter les compétences qui sont présentes. Si on sent que ça peut être le cas par téléphone, on va inviter un entretien. Et alors là, on fait un entretien complet où on passe en revue toute l'expérience du candidat, où il en est actuellement, ce qu'elle veut faire pour le futur. Et on voit si ça peut correspondre avec ce que nos clients ont à proposer. Mais je veux dire que si on ne voit pas tout ça sur le CV, parfois, évidemment, on n'appelle pas. Mais c'est d'abord une première analyse du CV, un pré-screening téléphonique, un entretien, des prises de référence. On fait aussi des tests en comptabilité. Et puis alors on envoie à nos clients. Bien. Merci Cédric. Malgré un CV bien fourni, analysé par plusieurs spécialistes, je reçois jusqu'à présent uniquement des réponses négatives. Que me conseilleriez-vous comme approche? Je ne sais pas si Delphine, tu veux embrayer en tant que coach et consultante peut-être? Bon, c'est difficile de parler alors que je n'ai pas le cas. C'est-à-dire que là, je me pose déjà 1000 questions. Tiens, c'est quel métier? Enfin, j'aurais envie d'en discuter parce que il faudrait identifier effectivement les facteurs. Est-ce que j'aurais envie de demander, est-ce que on est dans un secteur qui est pour lequel il y a beaucoup de demandes et peu d'offres? Est-ce qu'il y a la possibilité d'enclencher peut-être? Moi, ce que j'aime bien dire, je vais peut-être répondre comme ça parce que j'ai pas assez d'infos ici, mais ce que j'aime bien donner comme conseil aux personnes que je rencontre, c'est
d'utiliser aussi leurs forces, leurs compétences dans la recherche d'un emploi. Et donc là, sans connaître vos forces à vous, à la personne qui pose cette question, c'est par exemple si j'ai quelqu'un qui est hyper à l'aise en termes de réseautage parce que voilà, il a une facilité à discuter avec plein de personnes qu'il ne connaît pas et donc il a un réseau déjà étendu, même personnel, ben, ça peut être aussi une source. Souvent, on néglige un peu ce côté-là, c'est que le bouche à oreille, ça fonctionne bien. Et donc peut-être que les CV envoyés sur base d'une offre, ça fonctionne pas, mais peut-être qu'en parler avec des personnes, ah ben tiens, telle personne travaille dans telle société, et telle société en plus, elle rejoint mes valeurs et ça m'attire et c'est dans un secteur qui m'intéresse. Voilà, c'est une bribe de réponse, désolée, mais voilà. Non, 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 pas de problème, pas de problème. J'ajouterais peut-être simplement que c'est normal dans un marché comme on connaît aujourd'hui d'avoir beaucoup de réponses négatives lorsqu'on pose sa candidature dans le marché. C'est un marché qui est plus complexe, qui est un peu plus difficile aujourd'hui, donc c'est normal. Et je crois qu'il faut, l'important c'est de persévérer. Je crois que la personne qui a réagi ici dit que son CV a déjà été analysé, donc bien sûr, ça vaut la peine d'être sûr que son CV est bien lisible, est bien direct et clair et convaincant. Mais après, il faut persévérer. Il faut persévérer parce qu'on risque d'avoir beaucoup de non dans ce marché avant d'avoir un oui, mais le oui, il va arriver. Donc, c'est ça que je voudrais peut-être ajouter à cette question-là. Oui, je conseillerais peut-être aussi de demander pourquoi quand elle reçoit un non. Tout à fait. En remerciant pour le feedback et en disant qu'elle est désolée et que ça ne convienne pas, et tout sans être insistant ni, je veux dire, harcelant, de simplement demander de manière la plus courtoise possible quelles sont les raisons que vous pouvez l'entendre, mais que vous aimeriez pour vous améliorer pour la suite, connaître les raisons du refus. Je pense que les recruteurs, s'ils vous ont dit non, doivent être en mesure de vous fournir ça. Tout à fait. Et honnêtement, si je peux ajouter mon expérience de recruteur, on a l'impression de déranger les gens, mais moi j'ai peu de personnes qui font ça. Et donc je suis toujours très heureuse de répondre à ça, parce que ça peut aussi permettre effectivement d'avoir de l'information. Est-ce que c'est parce que c'est bouché ou est-ce que c'est souvent parce qu'il y a des mouvements internes et que voilà. Mais ça permet de répondre. Est-ce que le CV est vraiment clair et est-ce que j'ai bien exprimé les choses? Exactement. Et moi, si je peux... Oui, parce qu'on a beaucoup de questions, donc je voudrais peut-être encore en aborder une ou deux. Mais Georges, vas-y, donne encore un dernier conseil. Joke, c'est un dessin que j'ai vu récemment. C'est quelqu'un qui est sur un podium et sur le dessin, en dessous du podium, il y a un grand iceberg, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Donc, à toute personne qui a réussi, qui a un job par exemple, ou qui est content de son job, il y a tout ce qui est en dessous, tout ce qui est l'iceberg non visible, toute la difficulté qu'il a eue. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a 100 CV qui sont envoyés, mais il faut garder confiance et qu'il en suffit d'une, et il suffit d'une bonne réponse positive. Voilà. Très bien. Merci à tous les trois. Comment se défaire d'une étiquette au sein d'une entreprise quand on a fait le même travail ou développé ou travaillé avec les mêmes compétences pendant un certain temps et qu'on veut évoluer à un autre niveau supérieur ou parallèle? Comment peut-on se défaire de cette étiquette que ben voilà, j'ai toujours fait la même chose, j'imagine, et on ne va pas m'offrir autre chose? Je pense qu'il faut se vendre, tout simplement. Il faut avoir les arguments pour convaincre. C'est entre guillemets, une plaidoirie de soi-même vis-à-vis du RH, qui est sans doute le meilleur interlocuteur, pour le convaincre que oui, c'est pas parce que c'est quelque chose que je n'aime pas non plus dans la sélection parfois de consultants qui ont une sélection simpliste, et parfois dans l'entreprise, on a la même sélection simpliste. Il a fait, donc il fera. Donc, il a ça, cette ligne sur son CV, copier-coller dans l'expérience suivante. Je vais caricaturer, mais à ce moment-là, vos compétences, elles s'arrêtent à 25 ans, puisque vous avez 2 années d'expérience, vous avez fait ça, et vous allez les répliquer jusqu'à 65. Donc, c'est évidemment absurde. Et donc, si vous avez un interlocuteur en face de vous un peu
ouvert et que vous le convainquez que ses compétences, vous les avez, eh bien, il se dira, je fais une connerie si je n'utilise pas les compétences de mon interlocuteur et je ne lui donne pas le marchepied pour aller vers autre chose parce qu'ici, il est en train de s'enfoncer et je vais payer pendant les années quelqu'un qui répète l'expression de ses compétences et qui va à un moment donné vraiment perdre en compétitivité dans l'entreprise ou éventuellement sur le marché de l'emploi. Je vais terminer par une dernière question parce qu'il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Et puis, je vous rappelle que malheureusement, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas pu répondre ici, mais on va devoir clôturer le webinaire dans une minute. Mais n'hésitez pas donc à nous les envoyer par mail. Nous y répondrons au mieux. Mais donc, une dernière question peut-être pour le panel de participants juniors qui ont obtenu leur diplôme et qui cherchent, que ce soit en administration, en comptabilité, qui cherchent à une première expérience parce qu'ils voient sur le marché que les employeurs demandent de l'expérience. Et ce n'est pas facile d'obtenir cette première expérience. Donc, je ne sais pas qui veut embrayer sur cette question-là. Je pense que c'est une situation qui est, bien sûr, ils ne le savent pas, mais elle est vieille comme le monde. Quand il y a de nombreuses années, je postulais dans mon premier job en sortant de mes études. Je pense que pour Delphine, pour Cédric, pour Joël, c'était exactement la même chose. Les entreprises s'imaginent tous qu'à 22 ans ou à 25 ans, on a d'office 5 ans d'année d'expérience. Mais bon, là, il faut être quelque part philosophe et de se dire oui, ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les entreprises ont toujours demandé de l'expérience, mais n'empêche que les jeunes sans expérience se sont quand même intégrés sur le marché de l'emploi. Donc, accepter parfois des expériences qui sont peut-être en deçà de son diplôme, ne pas être obsédé par l'adéquation entre l'expérience proposée et le diplôme que l'on en a acquis, peut-être faire une courbe auquel on ne s'attendait pas et accepter un job qui n'est pas totalement en ligne avec ses compétences ou son diplôme, ce qui est plutôt son diplôme, parce que les compétences d'un diplôme, enfin ce qu'on a acquis dans une haute école ou à l'université ne sont pas toujours immédiatement opérationnalisables dans une entreprise. Mais dites-vous que ça a toujours été comme ça et qu'un jour, vous passez de la vie d'étudiant, la vie de demandeur d'emploi comme jeune étudiant, enfin jeune ex-étudiant, et que vous trouverez, si vous y mettez votre énergie, vous convaincrez votre premier employeur, je n'ai peut-être pas d'expérience, mais j'ai envie de commencer. Moi, je ferai la différence et je vais prendre 2 minutes entre la compétence et la connaissance. C'est-à-dire que si vous arrivez à décrocher, ça c'est vraiment comme ma défi à décrocher parce que c'est à ce moment-là que ça peut jouer une rencontre. Donc, n'hésitez pas à utiliser le réseau, à d'autres façons de faire. Là, vous pouvez prouver qu'en fin de compte, peut-être que vous n'avez pas l'expérience, mais vous avez la façon de faire, le savoir-faire, une compétence d'agilité. On a parlé, Georges a listé toute une liste de compétences. Voilà vos expériences, c'est-à-dire vos stages, vos expériences personnelles. Peut-être que vous gérez la trésorerie du club de foot. Enfin, voilà, mais ce sont des éléments qui sont intéressants à citer parce que ça reste une expérience malgré tout et vous avez pu mettre en œuvre des compétences. Et je voudrais juste rajouter qu'effectivement, trouver un CDI, c'est peut-être pas toujours évident tout de suite. Mais l'intérim, là, peut être aussi un tremplin pour l'emploi. Et donc, à ce niveau-là, n'hésitez pas aussi à nous appeler, Office Team ou Accountems, si vous êtes en compta, pour discuter de possibilités de premiers jobs intérimaires qui peuvent mener 50% des jobs intérimaires, mais aussi à des jobs permanents par après. Très bien, mais je voudrais nous arrêter ici. Vous signaler que dans le chat, vous avez le lien aussi vers l'inscription à notre 3e webinaire qui aura lieu dans cette série, donc le 28 janvier, sur l'importance du réseautage et du développement d'une image de marque personnelle. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis surtout, je voudrais remercier notre panel du jour, Delphine, Georges et Cédric, pour leurs bons conseils et vous remercier, vous, pour votre participation, en espérant vous avoir été utile dans cette recherche de nouveaux défis que vous vous lancez aujourd'hui. Donc, merci à tous et excellent après-midi à tout le monde.
Merci. Au revoir. Au revoir, merci.